Vous êtes sur RTL. Ils refont la France sur RTL. Marion Calais. Bienvenue dans Ils refont la France pour refaire l'actualité de la semaine avec nos correspondants de la presse étrangère installés ici en France. Avec nous ce soir, Anna Navarro Pedro, Portugal. Thor Keller, Europakorrespondent for Information. Alberto Toscano, journaliste italien, buonasera. Juan José Dorado, periodista espagnol, buenas tardes. Bonsoir à tous les quatre et merci d'être là en ce 22 juillet. Au programme ce soir, les incendies et la chaleur, l'unité européenne en question, notamment après la démission de Mario Draghi en Italie, le code vestimentaire de nos députés et l'année danoise du Tour de France. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Et d'abord donc ce brasier vers lequel tous les regards se sont tournés cette semaine. The number of the week. Le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 20 800 comme le nombre d'hectares de forêt dévastés par les flammes en Gironde. La forêt qui part en fumée, j'ai des amis qui sont à la rue, non, ça va pas bien. Et j'espère qu'on mettra les moyens en œuvre pour pouvoir sauver les régions forestières. C'est déplorable. On pourrait ajouter 36 750, ça a été le nombre d'évacués au plus fort autour des deux incendies de la Teste de Buch et de l'Andiras, deux sites sur lesquels s'est rendu Emmanuel Macron cette semaine. On a 12 Canadair aujourd'hui. En permanence, il y en a 10 à 11 qui sont utilisés. Est-ce qu'il faut en avoir davantage? La réponse est de manière à peu près sûre, oui. C'est une réflexion européenne. Je le dis d'autant plus que c'est l'Europe qui paye nos nouveaux moyens. On a développé une stratégie européenne, c'est la France qui en a pris l'initiative. Mais je le dis pour toutes celles et ceux qui parfois critiquent l'Europe, l'Europe paye 100% de nos moyens actuels. Donc l'Europe a du bon. Vous allez nous dire si dans vos pays la question des moyens et de la prévention des incendies s'est posée. Je voudrais d'abord faire un tour de table parce que au sens propre du terme, l'Europe s'est enflammée un peu partout ces derniers jours. Juan Rosé, je lisais près de 200 000 hectares brûlés en Espagne depuis le début de l'année. Ça continue toujours là? Ça continue, il y a certains endroits du côté d'Aragon. D'ailleurs, le président du gouvernement était du côté de l'Aragon il y a 24 heures à peine, justement pour voir quel était le nom du feu dans la région. Et vous avez tout à fait raison, 200 000 hectares en Espagne depuis le début d'année. C'est la quantité brûlée la plus importante depuis une vingtaine d'années. Et donc, il n'y a pas que la France, effectivement, qui est fortement touchée par le feu. Et à chaque fois, c'est des feux énormes qu'on a du mal, mais vraiment du mal à maîtriser, comme ça a été le cas en Gironde. Oui, et Anna, vous me disiez qu'au Portugal, c'est la même chose. On s'est retrouvé face à des incendies qui sont d'une ampleur extrêmement difficile à combattre. Totalement difficile à combattre, comme en Californie ou en Australie les années précédentes. D'ailleurs, je regardais un peu ce que les pompiers portugais disaient. Ils disaient que c'est des incendies de 6e génération. Pour vous donner un exemple, la première génération, c'est les incendies dans les terres agricoles abandonnées. Et puis, il y a toute une échelle qui va jusque-là. Et ces incendies de 6e génération ont à voir avec le changement climatique, c'est-à-dire qu'il y a une sécheresse énorme, des températures extrêmement élevées. Au Portugal, on est allé jusqu'à 47 degrés pendant cette période. Et donc, on ne descendait pas en dessous des 40 degrés non plus, un peu la nuit, mais pas le jour. Donc, une sécheresse énorme. L'impossibilité ces feux de 6e génération, ces incendies, ils déclenchent d'autres incendies eux-mêmes. Et donc, c'est impossible à combattre. Et la seule chose, ils disent, on ne peut pas matériellement les combattre, pas avec les moyens qu'on a actuellement. La seule chose à faire, comme on n'a pas pu le faire en Australie, ni en Californie, la seule chose, c'est protéger les maisons, protéger les gens, les animaux, si on peut. Oui, on fait ce qu'on peut, finalement. Alors, Alberto, en Italie, aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude, d'ailleurs. Il y a plusieurs villes qui sont en alerte rouge en ce moment. Oui, aujourd'hui c'est la journée la plus chaude et la situation est dramatique pour les personnes âgées, surtout dans certaines villes de l'Italie tout entière, y compris la ville de Rome, où la situation aujourd'hui est assez chaude dans tous les sens du terme. Mais je voulais rajouter quelque chose aux considérations sur lesquelles je suis tout à fait d'accord que mes collègues ont fait, parce que l'expérience italienne par rapport aux incendies et aussi l'expérience de la lutte juridique. Parce que les incendies impliquent évidemment un effort de Canadair, de pompiers, de dépenses pour avoir une flotte de Canadair bien plus importante
comme Emmanuel Macron vient de le dire, mais ils impliquent aussi une lutte à ceux qui provoquent le feu. Et beaucoup d'incendies en Italie et en France et dans d'autres parties d'Europe. En France, on n'en parle pas beaucoup. Il y a une certaine pudeur sur cet aspect. On a quand même dit que l'incendie de l'Andiras avait été de nature volontaire, criminel. Voilà, on l'a dit et il faut insister sur ça. Parce que nature criminelle, c'est parfois un fou furieux. Mais c'est parfois un spéculateur ou quelqu'un qui travaille pour la spéculation, parce qu'on sait qu'en détruisant des forêts, on pourrait demain faire de la spéculation. Oui, il n'y a pas que de la folie, il y a peut-être aussi... c'est pas que de la pyromanie. Ouais. Donc ça implique, et c'est un créneau sur lequel l'Italie a peut-être une longueur d'avance, parce qu'elle a été forcée de lutter contre la mafia. C'est pas un hasard si les Italiens ont plus d'expérience sur ce terrain. Ça implique aussi un arsenal juridique de lutte contre les projets criminels qui veulent demain profiter des destructions provoquées par les incendies. Ces terrains ne doivent pas être édifiables pendant 10 ans, voire 20 ans. Thor, est-ce qu'au Danemark, où il a fait très chaud aussi, la question justement des moyens et de la façon dont il faudra lutter peut-être contre ces incendies qui risquent d'être plus fréquents avec le réchauffement climatique, est-ce que la question des moyens, elle est aussi posée au Danemark ? Je pense que c'est plutôt une question pour le futur. On n'a pas encore vécu ce que vous avez tous vécu dans vos pays. Par contre, on commence à parler d'adaptation envers les changements climatiques. Nous sommes un pays qui a beaucoup de l'eau partout. Donc, il va falloir régler aussi ça, comment on va se préparer pour le futur. Faire des réserves d'eau, par exemple, aussi ? Oui, ou élever les immeubles, le bâtiment, pour que l'eau n'entre pas. On a l'impression d'avoir un peu pris l'été de la France chez nous maintenant. Là, il a fait 37 degrés, 35 degrés, pardon, cette semaine chez nous. Et ça, c'est pas normal. C'était du jamais vu ? C'est déjà vu, mais on parle vraiment des températures qu'on voit pas du tout normalement. Et là, il faut dire que les Danois, ils mettent leurs shorts déjà quand il fait 17 degrés. Donc, ils vont finir en caleçon, les Danois, alors. Donc pour nous, 30, 35, 36 degrés, c'est pas possible. Mais oui, on est en train de se préparer, mais c'est pas encore pour les entendus. C'est plutôt autre question. Anna, quand on écoutait Emmanuel Macron et sa réaction, cette déclaration sur les Canadair et l'implication des Européens dans cette lutte contre les incendies, je vous voyais réagir. Pourquoi ? Oui, mais parce qu'il dit c'est l'Europe qui paye. Oui, mais d'où vient l'argent de l'Europe ? Il n'est pas dans un petit pot, là, il ne se reproduit pas dans un petit pot. Il vient de la TVA de chaque pays de l'Union européenne et du budget que paye chaque pays. Donc c'est chaque contribuable, vous, moi, nous tous autour de cette table et tous les Français, tous les autres Européens qui payent. C'est marrant ça de faire cette observation. Bon, c'est une observation en faveur de l'Europe, on peut mais cette flotte, c'est vrai qu'elle est aussi partagée, c'est-à-dire que la France partage ses Canadair, on voit ces Canadair quand il y a des incendies en Espagne, ça a été le cas. La mutualisation des Canadair, j'ai une image des grands incendies dans le nord du Portugal il y a quelques années, c'était des Canadair espagnols qui étaient partis et des pompiers espagnols qui étaient partis, mais la même chose, la France a envoyé des Canadair en Espagne, l'Espagne vers la France, donc effectivement il va falloir mutualiser beaucoup plus les Canadair. Mais il va falloir autre chose, il va falloir surtout commencer le Danemark pense les problèmes de la montée des eaux. Nous, il va falloir commencer à savoir garder l'eau qui tombe. Parce qu'on a, suite à ces grosses chaleurs, on a habituellement des grosses pluies, des inondations, et on n'a pas des réserves, on n'a pas des réservoirs pour garder l'eau. Et il va falloir gérer la question de l'eau, et c'est absolument urgent aussi. Et peut-être même des usines de désalinisation pour un pays comme l'Espagne et le Portugal, parce que le Portugal n'a pas eu d'eau pendant toute cette année, on a eu un mois de mars miraculeux et c'est tout. Donc c'est un problème à côté des incendies. Oui, juste le fait que les crises climatiques et les problèmes qui viennent avec, c'est pas que la chaleur et le feu. C'est aussi, comme on a vu l'été dernier en Allemagne, par exemple, et en Belgique. Et en France aussi, d'ailleurs, avec ces inondations. Voilà, c'est ça aussi. Donc, il y a énormément de dimensions différentes.
dans lequel il faut penser, il faut s'adapter. Est-ce que ces incendies dans vos pays aussi, Alberto par exemple, ils ont été l'occasion de dire voilà ce que c'est le réchauffement climatique? Ça a été une forme de prise de conscience aussi? Même trop, dans le sens que c'est devenu une litanie, c'est une liturgie, ce discours du réchauffement climatique. Et on le dit comme si c'était une habitude qui vous acquitte de tout discours plus profond et plus pragmatique et plus difficile à faire. On dit réchauffement climatique et on a fini et on est tranquille, on a la conscience tranquille. Et il y a eu des émissions par dizaines en Italie, sur toutes les chaînes radio, télé et aussi des pages de presse. C'est la faute au réchauffement climatique. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut arriver aux conséquences de ça. Et c'est là que la situation devient difficile. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Anna a parfaitement raison quand elle dit qu'il faut avoir de la désalinisation de l'eau. Mais pour désaliniser l'eau de mer, il faut de l'énergie. Oui. Les Espagnols, tu vas me corriger si je me trompe, on fait une centrale nucléaire pour ça. Parce qu'il faut énormément d'énergie pour désaliniser. Il faut comme bouillir de l'eau et à la fin éliminer le sel et garder l'eau douce. Donc, si on produit l'énergie en réalisant des processus polluants et qui provoquent le réchauffement climatique, alors où est-ce qu'on arrive? Alors, ce type de discours de réchauffement climatique sont une belle chose, mais il faut les faire avec raison gardée et avec un certain pragmatisme et le sens de la réalité. Il y a la théorie et la mise en pratique aussi qui devra suivre. Alors l'Italie, on va continuer d'en parler autour de cette table parce qu'elle a connu d'autres soubresauts cette semaine, soubresauts politiques. D'autres réchauffements climatiques. Exactement. C'est toute l'Europe qui s'inquiète. L'Europe, par ailleurs, dont l'unité se fissure sur la question de l'énergie. Tout est lié finalement. On va continuer d'en discuter juste après ça. RTL. Remaking France. Avec Marion Calais. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Surtout vous, Paul. Qui, moi? Oui, vous. Car aujourd'hui, pendant l'alerte discount, les abricots sont à seulement 4,69€ le mini plateau. 4,69€ le mini plateau? Pour le dessert, c'est pas de la tarte d'en trouver à ce prix-là. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Soit 2,35€ le kilo pour le plateau de 2 kg. Origine France, calibre 40-45, catégorie 1. Chez Conforama, on pense à ceux qui ont besoin de faire de la place avant la rentrée. Avec le lit coffre 140 cm Aston et sa grande capacité de rangement à moins 40%, soit 229,51€. Et hop, on fait la place aux bonnes affaires. Conforama. Jusqu'au 8 août, conditions sur conforama.fr. Peugeot. Et si c'était le moment de ne pas attendre pour profiter d'une nouvelle voiture? Chez Peugeot, de nombreux modèles sont disponibles immédiatement pour prendre la route avec vous dès cet été. Comme la Peugeot 208, proposée à partir de 208€ par mois sans apport. Rendez-vous dans votre point de vente. LLD 49 mois pour 40 000 km jusqu'au 30 septembre pour une 208 like neuve. Réservé aux particuliers si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Bonjour, c'est Guillemette Franquet. RTL, le jour où je suis tombé amoureux. Tous les dimanches, je vous propose des témoignages dans lesquels des hommes et des femmes me racontent ce jour que personne n'oublie, le jour où ils sont tombés amoureux. Où, comment, pourquoi, dans quelle situation, hommes, femmes de tous âges, à cœur ouvert, ils nous disent tout. Le jour où je suis tombé amoureux, chaque dimanche de l'été dans RTL Matin Week-end. À dimanche. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Marion Calais. 19h30, deuxième partie d'Ils refont la France avec toujours Ana Navarro, Juan José Dorado, Alberto Toscano, Thor Keller. La dichiarazione della settimana. La déclaration de la semaine. Celle de Mario Draghi, jusque-là, président du Conseil. Je vous remercie. Parfois, même le cœur des gouverneurs de banque centrale est touché. Merci pour tout le travail accompli ensemble pendant cette période. Mario Draghi lâché par 3 partis de sa coalition d'unité nationale, ça vous fait tout de suite réagir? Si, parce que c'est la blague de Mario Draghi, sa blague préférée. Il y a un monsieur qui a besoin d'avoir une transplantation, une greffe de cœur.
Et on lui dit, qu'est-ce que vous voulez, un cœur d'un électricien, un cœur d'un monsieur qui travaille au poste? Il dit, non, je veux un cœur d'un banquier. Mais pourquoi? Parce que les cœurs de banquiers n'ont jamais été utilisés. C'est sa blague préférée. Et donc il a dit, il a fait une allusion à ça même dans ce triste discours au Parlement. Oui, mais son cœur a dû être touché quand même cette semaine. C'est quoi, 1 an et demi après son arrivée? Pour lui, c'est un succès et un échec, parce qu'il doit donner sa démission de chef du gouvernement. C'est une perte pour l'Italie, une perte pour l'Europe. Et c'est une série de problèmes en cascade. Les Italiens vont voter le 25 septembre. On n'a aucune idée sur ce qui peut arriver ensuite, dont l'Italie devient un surveillant spécial de la politique européenne et aussi de l'économie. Heureusement qu'il y a un réseau quand même entre pays européens aujourd'hui pour être ensemble face aux difficultés et dont je crois que s'il n'y avait pas l'Europe aujourd'hui, je serais beaucoup plus inquiet sur l'avenir de mon pays. Juan Rosé. Je pense qu'on peut rester inquiet sur l'avenir de l'Europe à cause de l'Italie. Il faut juste se rappeler que jusqu'à il y a 1 an et demi, c'était Salvini qui était au gouvernement. Et on avait mis l'Italie un peu de côté, les autres pays européens. Et on ne sait pas qui va s'asseoir pour représenter l'Italie lors du Conseil européen du mois d'octobre à Prague. On ne sait pas qui va. Est-ce que ça va être les frères italiens, le parti néofasciste qui va être au gouvernement? Donc on peut être inquiet. Mais on peut être inquiet aussi parce que qui pensait que cette coalition bizarre pouvait tenir entre un mouvement comme le mouvement 5 étoiles et la Ligue et puis les forces, le parti berlusconien. Donc comment ça pouvait tenir? Ça a tenu 1 an et demi et c'est miraculeux. Mais au-delà de ça, la question que je me pose, c'est qu'il y a d'autres pays en Europe qui sont dans des situations qui pourraient être semblables. Et je pense notamment, pas au Portugal qui ont la chance d'avoir une majorité absolue. Donc, c'est l'un des seuls pays qui a une majorité absolue. Donc, mais l'Espagne a un gouvernement de coalition en minorité. À chaque fois, comme en France d'ailleurs, il faut aller chercher des voix chez les autres partis politiques. Donc, ce qui se passe en Italie pourrait donner des mauvaises idées à d'autres, notamment en Espagne, parce que l'Espagne a des élections l'année prochaine. Et aussi la présidence européenne lors du 2e semestre. Donc, le cas italien est grave parce qu'économiquement, le plan de relance est 200 milliards pour l'Italie. S'il veut toucher déjà une partie, il va falloir qu'elle avance dans les réformes avant la fin d'année. Parce qu'elle a jusqu'à la fin d'année pour un certain nombre de réformes. Et puis, si ça n'avance pas avec l'Italie, comme on vous fait effectivement pour la crise énergétique, puisque l'Italie est dépendante du gaz russe à 40%, même s'il a signé des accords avec l'Algérie pour recevoir du gaz. Mais ce qui se passe en Italie pourrait être beaucoup plus compliqué si ça venait effectivement à s'étendre dans d'autres pays qui sont dans une situation plus ou moins semblable. Ça pourrait être l'onde de choc qui ferait que les fissures qui existent déjà en Union européenne entre les pays de l'Europe centrale, les pays de l'Europe occidentale, entre les pays du Nord et les pays du Sud, pour les questions d'énergie, ceux qui sont les plus dépendants de l'énergie du pétrole et du gaz russe et ceux qui le sont beaucoup moins, comme le Portugal, l'Espagne et la France d'ailleurs, eh bien, il pourrait que toutes ces fissures sont prêtes à s'ouvrir en d'énormes fractures. La solidarité qui est mise en avant par la Commission européenne est presque quasiment de la méthode Coué, mais est-ce qu'elle va tenir face aux difficultés de l'hiver? Est-ce que les gouvernements vont tenir face aux protestations des populations qui n'en peuvent plus? Et entre parenthèses, ce qui se passe en Italie, c'est aussi paradigmatique de ce qui se passe dans beaucoup de démocraties, c'est-à-dire où les populations sont mécontentes de leurs gouvernants, de ceux qui les représentent, de la forme comme ils gouvernent. Je ferme cette petite parenthèse. Donc je pense, oui, la crise italienne peut devenir l'onde de choc qui fait que tout se fracture en Europe. Mais les fractures existent déjà préalablement à la crise italienne. Et elles risquent de toute façon de s'élargir cet hiver quand les difficultés vont commencer à venir. Parce qu'on va nous dire, nous, la région politique du monde la plus riche au monde, on va nous dire de serrer la ceinture, d'avoir des coupures d'électricité, de ne pas
pas avoir de gaz, de ne pas avoir de chauffage, etc. etc. Ouais. Donc, parce que c'est vrai que Anna parle du gaz. Thor, cette semaine, il y a eu la consigne de Bruxelles. Alors pour l'instant, c'est volontaire, mais prière de baisser votre consommation de gaz de 15%. Déjà, ça a commencé là-dessus aussi à fissurer l'unité de façade, l'unité qu'avait réussi à tenir jusqu'à présent l'Union européenne dans cette crise et notamment dans cette crise ukrainienne. Ben oui, les premiers mois de la guerre, on avait tous la volonté de se sacrifier, de dire oui, on est avec vous, mais là, ça commence à faire du mal et on n'est même pas en hiver. Et l'hiver, comme il a dit Timmermans, le vice-président de la Commission européenne, winter is coming, comme il a dit. Donc, allusion à Game of Thrones. Voilà, c'est ça. Et cet hiver peut être vraiment, vraiment dur. Et en Draghi, on avait un personnage dans lequel les Européens du Nord avaient de la confiance. Et je pense que, je ne suis pas porte-parole pour mon gouvernement, mais je pense qu'on a moins de confiance en Meloni qu'en Draghi pour tenir les finances. Elle n'a pas encore été élue, heureusement. Non, juste pour dire que on croise les doigts. Draghi était un personnage très important les dernières années pour créer cette solidarité européenne qu'on a vue pendant la crise sanitaire. Ouais. Il avait une image de sérieux et de crédibilité. Voilà. Il avait notamment été patron de la Banque centrale européenne. Et je suis pas sûr que sans lui, les Danemark et les autres pays qui n'aiment pas utiliser l'argent ont dit oui. Oui, au plan de financement, par exemple, post-Covid. Voilà, par exemple. Alors, justement, sur la question du gaz, le Portugal et l'Espagne, eux, se sont opposés. Ils ont dit non. Pour quelles raisons, Juan José ? Ils ont dit non. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, l'Espagne a été assez virulente dans ses déclarations, la vice-présidente du gouvernement, ce qui est très rare à des Espagnols. Alors, non, parce que d'ailleurs, le plan n'a pas été discuté avec les pays, a été décidé par la Commission européenne et pas par les pays. Deux, parce qu'il faut juste se rappeler qu'il y a quelques années, lors de la crise de 2008, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Italie ont été traités des pigs par les pays du Nord. Maintenant, on demande à des pays comme le Portugal et comme l'Espagne qui ont fait des efforts justement pour investir dans des énergies renouvelables. On leur demande de couper l'électricité à ces entreprises. Peut-être va falloir demander aussi aux Italiens, aux Allemands, à ce moment-là, d'être moins dépendants du gaz russe, parce que je regardais des chiffres ce matin, le Portugal et l'Espagne, plus de 70% de la production d'électricité, ce sont des énergies renouvelables en Espagne et au Portugal. Et le Portugal n'importe pas de gaz russe, d'ailleurs, si je me trompe pas. Moins de 7%, je crois. Je crois qu'on n'importe même plus, qu'on a trouvé d'autres sources d'approvisionnement. Donc oui, mais le Portugal et l'Espagne, depuis octobre de l'année dernière, avaient lancé un projet commun auprès de la Commission européenne, enfin du Conseil européen, qui a été approuvé déjà cette année, d'un découplage de l'Europe pour le prix le prix de l'électricité en Europe est basé sur le prix du gaz. Donc si le gaz augmente, le prix de l'électricité augmente automatiquement. Ça porte préjudice à la France, par exemple, parce que l'électricité produite par l'énergie nucléaire, qui est bon marché, revient à un prix incroyable aux consommateurs à cause de ça. Emmanuel Macron a dit d'ailleurs qu'il fallait réformer le calcul. Donc le Portugal et l'Espagne, avec l'appui de la France d'ailleurs, qui était d'accord, on dit nous sommes une île, nous n'avons pas d'interaction, un petit peu d'interaction l'Espagne avec la France, mais nous n'avons pas d'interaction d'importation-exportation d'électricité importante avec le reste de l'Europe. Nous avons des énergies renouvelables, nous ne dépendons pas du gaz et du prix. À l'époque, il n'y avait pas le problème du gaz russe, il y avait le problème de l'augmentation du prix des matières premières. Et donc, on a réussi effectivement à découpler. Nous avons un plafond pour le prix de l'électricité, du gaz, et donc le prix de l'électricité au Portugal et en Espagne, pendant un an. Oui, je pense que les Danois, ils vont dire non. Aussi. Ils vont dire non à ça parce que pour les Danois, c'est le marché de l'électricité en Europe qui marche très bien, qui a fait baisser les prix depuis des années et des années. Donc, nous sommes normalement pour plus de concurrence, pour créer une marché européenne où on vend l'électricité le moins cher où tout le monde. Mais là, il y a beaucoup d'entreprises nationales dans tous les pays différents, en Allemagne, en France, qui n'aiment pas la concurrence et qui ne veulent pas faire la concurrence avec des autres pays. Voilà, et on voit bien que la solidarité européenne est d'ores et déjà en train de se fissurer. Dans un instant, ils refont la France, se poursuit. Non, il est marqué dans le règlement est marqué. Si l'on du basket, il rentre pas,
Toi, t'es des baskets, bah tu rentres pas. Tenue correcte exigée, non pas en discothèque comme dans ce sketch de Maxime, mais à l'Assemblée. Vous nous direz comment ça se passe dans vos parlements, cravate ou pas. À tout de suite. RTL, Sie erfinden Frankreich neu ils refont la France. avec Marion Calais. Envie de faire un tour ? En ce moment, Century 21, réseau d'agences immobilières et partenaire officiel du Tour de France, vous offre chaque jour 2 vélos électriques d'une valeur de 1 300 € chacun. La prochaine étape ? Rendez-vous vite dans une des 950 agences Century 21 pour tenter votre chance. Century 21, parlons de vous, parlons bien. Conditions sur century21.fr. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Surtout vous, Paul. Qui, moi? Oui, vous. Car aujourd'hui, pendant l'alerte discount, les abricots sont à seulement 4,69 € le mini plateau. 4,69 € le mini plateau? Pour le dessert, c'est pas de la tarte d'en trouver à ce prix-là. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Soit 2,35 € le kilo pour le plateau de 2 kg. Origine France, calibre 40-45, catégorie 1. Chez Conforama, on pense à ceux qui rêvent d'un matelas français à petit prix. Avec le matelas 140 cm Mérinos Le Voisin, fabriqué en France à moins 50%, soit 299,50 €. À ce prix-là, moi aussi, je fais des rêves en bleu. Conforama. Jusqu'au 8 août, conditions sur conforama.fr. En partenariat avec Babelio, découvrez les romans de l'été. Écoutez ce que disent les lecteurs du roman America de Manchette et Niemiec, paru au Cherche Midi. Dieu que j'ai aimé America. Un road trip à travers les États-Unis, en rencontrant des personnages tous plus intéressants les uns que les autres, où se côtoient l'humour et l'émotion la plus forte. Les belles idées véhiculées dans ce roman, comme la tolérance, m'ont aussi beaucoup plu. Le nouveau bouquin de Manchette et Niemiec m'a entraîné dans la peau d'une jeune fille que rien ne semble effrayer. J'ai adoré cette balade, parce que dans le monde fou dans lequel on vit, ce genre de lecture est une énorme bouffée d'oxygène. D'ailleurs, à noter la bande-son exceptionnelle qui permet de s'immerger encore plus. La sélection des romans d'été à retrouver sur le site lisez.com avec RTL. Renault. Et vous, vous êtes plutôt été e-tech des mers, été e-tech de la campagne ou été e-tech de la montagne? À chacun son été, à chacun son e-tech. Découvrez les motorisations Renault e-tech 100% électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. Profitez de l'été pour découvrir Renault Capture e-tech hybride dans le réseau Renault partout en France et sur Renault.fr. Renault. Au quotidien, prenez les transports en commun. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Marion Calais. À 19h43, la troisième partie d'Ils refont la France, avec toujours Anna Navarro, Alberto Toscano, Thor Koller et Juan José Dorado. Die Polemik der Woche. La polémique de la semaine. Attention, polémique autour de la tenue vestimentaire de nos députés après cette sortie de l'ancien LR Renaud Muselier à la tête de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous voyez la gauche qui est débraillée, sale, qui hurle, qui crie partout. Mais c'est un problème de comportement. Alors, en représentant la République, vous avez une charge. Vous n'êtes pas dans une cour de récréation. Et cette charge-là, il faut l'assumer en tant que telle. Vous ne pouvez pas crier, vous avez grandi. Ouais, vous sortez du bac à sable et vous êtes chez les grands. Ce à quoi ces députés de la NUP issus des Insoumis ont répondu: je me sens représentant du peuple, de la nation, député à part entière. Je me sens pas sale, débraillé. Qu'est-ce qu'il a? Il a un problème avec le peuple. C'est du pur et simple mépris de classe de ces gens en costume cravate qui pensent pouvoir donner des leçons à tout le monde sur la manière de s'habiller et de venir à l'Assemblée nationale. C'est ridicule et c'est très loin des enjeux. Et dans la foulée, le député LR Éric Ciotti a demandé le port de la cravate obligatoire pour les hommes. La NUP a répliqué en demandant tout à l'heure une interdiction des costumes au prix exorbitant. Alors, prix exorbitant, c'est au-delà du SMIC, donc au-delà de 1300 €. Ça vous inspire quoi autour de cette table, Alberto Toscano? Un pays qui débat sur ça doit être un pays heureux, parce qu'il y a de plus important sur laquelle polémiquer. Je crois, bon, si la situation italienne vous intéresse, compte tenu que j'ai fait mes devoirs, je me suis renseigné ici. Alors, qu'a donné votre enquête? Les règles sont qu'il faudrait avoir veste et cravate, mais cette règle n'est pas respectée strictement à la Chambre des députés. On tolère l'absence de la cravate. Et tandis qu'au Sénat, ils sont plus rigoureux. Et si un sénateur entre à Palazzo Madama à Rome sans veste ou sans cravate, il y a immédiatement quelqu'un qui lui amène, quelqu'un du service du Sénat, qui lui amène une cravate et une veste de sa taille. D'ailleurs, je voudrais savoir si en sortant, ils ont gardé la veste.
Rod Rosé. Alors, moi j'ai pensé deux choses. Bon, la première, je me suis rappelé Alberto parce qu'un jour, ici même, il nous avait menacé de venir au maillot de bain. Alors je me suis dit, est-ce qu'on va le laisser entrer à RTL? C'est vrai. Et puis, cette histoire, peut-être pas des cravates, mais de vestes, me rappelle ma première intervention dans une télé française où j'étais arrivé en 2010 pour commenter une histoire de football. Et je suis arrivé sans veste et donc on m'a sorti une veste parce que je ne pouvais pas passer à l'antenne sans veste. C'était en France. Mais plus sérieusement, donc, à part ces anecdotes, en Espagne, tenue correcte exigée, mais depuis l'arrivée des Podemos au gouvernement, et notamment de Pablo Iglesias, qui était le vice-président premier du gouvernement, lui, il était en jean, il était sans veste, sans cravate, et les manches des chemises jusqu'en haut. Donc, il parlait tranquillement à la tribune des députés. Il s'est passé sans aucun problème. Donc, le même cas pour la plupart des députés des Podemos qui n'aiment pas trop la cravate. Petite anecdote, lors de la réception de la fête nationale au Palais Royal où le roi a reçu pour la première fois Podemos, Pablo Iglesias est arrivé sans cravate, avec une veste, mais en jean, et lui a offert la série Games of Thrones. Et ça a fait parler ou pas, justement? Ça a fait parler, mais cet élu qui arrive en jean, alors quand il arrive à l'Assemblée... Mais c'est tout, ça s'est arrêté là. Quand on dit vous êtes heureux, parce que pour discuter de ça au mois fin de juillet, c'est que vous êtes heureux. Thor, vous avez reboutonné un peu votre veste. Oui, je me sentais, quand Renaud Moucheli a parlé là, j'ai directement fait ça, parce que ça m'a touché. Je ne suis pas sûr qu'il parle de moi, je ne pense pas. Non, mais chez nous, au Danemark, il n'y a pas de règles. Mais je dirais quand même, la plupart des politiques, hommes, portent un costume, une cravate. Mais c'est pas quelque chose qui est légiféré, c'est pas écrit dans les règles qu'il faut faire ça. Et c'est pas un sujet de débat. C'est pas du tout un sujet de débat. Par contre, les Danois aiment bien les politiques qui sont normales. Et il n'y a pas beaucoup de Danois qui portent tout ça. Donc, quand vous êtes politique, vous essayez d'être vu sans cravate, sans costume, parce que comme ça, vous avez plus de chances d'être élu. Un homme normal. Un homme normal, c'est notre idéal. Anna? Écoutez, chez nous, il y a même un verbe parce qu'il y a la notion politique de porter cravate ou ne pas porter cravate. C'est un député d'extrême gauche qui, à la fin du XXe siècle, 99, est apparu au Parlement sans cravate. Veste et chemise, mais sans cravate. Et on a dit, ça dénote. Il a dit, c'est le but. C'est comme remarque. Et à partir de là, il n'y a pas de code, il n'y a pas de dress code au Parlement portugais. Mais à partir de là, on a commencé à voir de plus en plus sur les bancs de la gauche des gens sans cravate. Ceux de la droite portent toujours cravate aujourd'hui. Mais si on va voir le président de la République, si on reçoit un dignitaire étranger, dans certaines situations, tout le monde porte la cravate. Mais donc, comme on a eu ce mot décravaté, il est revenu en 2015, je crois, 2014, 15, 16, quand... décravaté, ça donne quoi en portugais? Desengravatar. Quand les changements de politique Tsipras et Varoufakis, comment ça s'appelait? Varoufakis, le ministre. Ça, c'était un scandale en Europe parce qu'il ne portait pas de cravate. Il portait une chemise. Varoufakis va rencontrer le Premier ministre à Londres et il porte même la chemise en dehors de son jean, de son pantalon. Et ça, c'était pour marquer aussi que c'était quelque chose de différent en Europe. Et à un tel point que Matteo Renzi, qui était à l'époque le Premier ministre, enfin le président du Conseil italien, il offre une cravate à Tsipras. Et Tsipras lui répond « Ah oui, je la porterai le jour où l'Europe aura une solution qui convient à la Grèce. Pour la dette, pour les questions de dette, etc. » Il n'a pas encore mis. Non. Vous savez, au Parlement espagnol, la seule chose qu'ils ont approuvée au règlement, c'est qu'on ne peut pas aller au Parlement en t-shirt ou en bermudas. Mais hormis ça, mais personne ne le ferait pour le reste, mais il a fallu l'indiquer au cas où. Au cas où, quand même. On prépare l'avenir. Le jour où ça rapportera des voix, ils le feront. Allez, on va se retrouver dans un instant pour continuer de refaire la France avec nos correspondants de la presse étrangère. Et je voudrais profiter de la présence de Thor quand même aussi. Ah oui, le Danemark, c'est l'année du Danemark sur le Tour de France, départ de Copenhague et un Danois en tête du Tour. A tout de suite.
jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Ikea. Pendant l'été des bonnes affaires chez Ikea, nous rachetons vos anciens meubles pour leur offrir une seconde vie. Chérie, mais plus fort. Jusqu'au 25 août, avec la carte gratuite Ikea Family, recevez 50% en plus sur le montant de reprise de vos meubles. T'entends ça? Fais demi-tour. Quoi, là maintenant? On ne devait pas aller chercher les enfants? Il fait beau, ils rentreront à pied. Hors magasin Intramuros, conditions sur Ikea.fr. Cet été, sur Arte. Couple mythique, amour ravageur, crooner incandescent, diva incendiaire, fureur du rock et du scandale. Tout l'été, suivez la programmation exceptionnelle du Summer of Passion. Des films cultes, des documentaires et des concerts déchaînés, à voir tous les week-ends sur Arte et arte.tv. Arte, vous aimez déjà? En partenariat avec RTL et Libération. Aujourd'hui, Théo a passé 30 minutes à regarder la chaîne National Geographic Wild sur sa tablette. La tortue géante des Seychelles se développe dans un habitat sec et aride, reconnaissable par 8 ans grâce à un cri singulier. Mais il a surtout passé son temps à jouer en ligne. Chez Free, profitez du meilleur débit fibre au prix de ce que vous en faites vraiment. Offre Freebox dès 15,99 € par mois pendant un an, puis 34,99 € par mois. Débit moyen selon baromètre NPerf du premier semestre 2021, engagement 1 an. Offre soumise à conditions et éligibilité. Rendez-vous sur free.fr. Ils refont la France sur RTL. Ils refont la France avec nous, Anna Navarro, Juan José Dorado, Alberto Toscano, Thor Koller. The man of the week. L'homme de la semaine. L'homme de la semaine, c'est... Les derniers hectomètres, les derniers efforts. Il est en train de se serrer le poing. Jonas Vingegaard, vainqueur à Otakam. Immense champion, Vingegaard. Immense coureur durant cette étape. Immense coureur durant tout ce Tour de France 2022. Il remporte sa deuxième victoire d'étape après le Granon. Et à coup sûr, on le disait tout à l'heure, il va sans doute remporter le Tour de France. Il faudrait vraiment une catastrophe dans le contre-la-montre de samedi à Rocamadour pour l'en empêcher. Vous avez le sourire, hein, Thor. Ah, mais ça fait plaisir quand même. moi, je regarde le Tour de France depuis que j'avais 11 ans. Ouais. Chaque été, c'est mon rituel. Et de voir un Danois qui fait ça, c'est super. Et avec le départ au Danemark, ça a été une super expérience aussi pour les Danois. C'est vraiment une super année pour nous. On a vu qu'au Danemark, il y avait une ambiance extraordinaire pour ce départ et ses premiers jours de course. Là, ça a relancé l'engouement autour du Tour au Danemark. Oui, mais on a toujours aimé le Tour au Danemark, presque plus que le Français. Et je pense que les Danois en général aiment la France plus que les Français. Mais ça, c'est notre histoire, plutôt formée sur les vacances, etc. Mais on a toujours eu une relation très très proche avec ça. Et ça m'a surpris beaucoup quand j'arrivais en France il y a 8 ans que ma belle famille ne regardait pas, que c'était pas quelque chose que tout le monde faisait, parce que c'est vraiment le truc de l'été à faire. Et vous serez sur les Champs-Élysées dimanche ou pas? Alors j'aimerais bien, mais je suis censé aller au Danemark. Samedi matin. Dommage. Et ça va faire du mal. Vous comptez sur vos compatriotes? Oui, mais je pense que franchement, on aura plus de Danois à Paris dimanche que de Français. Et il faut faire attention parce que les Danois, ils aiment bien la bière. Donc ça, c'est un message pour tous les restaurateurs de Paris. Achetez beaucoup de bières. La consigne est passée. On accueille à présent Mathias Luguin. Bonsoir. Bonsoir Marion. La idea qu'on pourrait leur piquer. Que podríamos copiarles. Mathias, comme chaque semaine, on passe donc en revue 2 idées tout droit venues de l'étranger, avec d'abord une drôle de mode. Il y a des choses auxquelles on est particulièrement attaché, des histoires, des souvenirs ou bien des secrets, parfois à tel point qu'on ne peut pas s'abandonner à les lâcher, quitte à les emporter dans la tomberie. Alors ça part un peu mal, hein. En même temps, c'est l'une des dernières tendances en vogue aux États-Unis, faire graver des recettes de cuisine directement sur des pierres tombales. Oui, c'est le New York Times qui relaie cette lubie. Ça ne s'invente pas. L'idée, c'est d'honorer la mémoire d'un proche, cordon bleu de son vivant, en exposant pour toujours le secret de l'un de ses petits flafards. Bon, alors du coup, moi j'ai pensé à la mienne, hein. Vous allez voir, c'est assez efficace. Vous prenez les pâtes, vous les jetez dans l'eau, vous égouttez et bon appétit, bien sûr. On revient en Europe, Mathias, avec un bon plan réservé à ceux qui craignent particulièrement la chaleur. Alors souvenez-vous, en début de semaine, le mercure dépassait allègrement les 40 degrés chez nous, tout comme de l'autre côté de la Manche, un fait rarissime. Et cette chaleur difficile à supporter pour certains plus que d'autres. Le constat a également été réalisé au Royaume-Uni, et notamment par une chaîne de cinéma. Alors
Selon une étude consultée par l'enseigne de Salle Obscure, les personnes rousses seraient plus sensibles à la chaleur que les autres. C'est pourquoi il a été décidé de leur offrir lundi et mardi, au plus fort de la canicule, des places gratuites afin qu'ils puissent profiter de la fraîcheur des salles climatisées et accessoirement des films projetés. Alors, quelle idée vous leur piquez ou pas, Juan José? Alors, j'ai pas envie de faire une couleur, donc je vais garder la première, étant espagnol. Alors, je pensais, est-ce que je mets la recette de la tortilla de patatas ou je mets celle de la paella? Peut-être de la paella, je suis de Valence, donc je mettrai à la fin quand même une phrase. N'oublie pas de m'inviter. Mais pourquoi pas je vois bien la recette de la paella. Alberto. Pour moi, c'est la recette sans doute du riz risotto cèpe, mon plat préféré, que j'essaie même de cuisiner personnellement à la période des cèpes, et avec peut-être quelques mots, effectivement, un plat de paradis ou quelque chose comme ça. Alors moi, je prête à tout faire pour qu'il fait moins chaud. Donc, Il va faire une couleur, lui. Anna. Je ne sais pas, entre les deux, mon carnaval. Vous êtes sensible à la chaleur, peut-être? Je suis très sensible, je ne supporte pas la chaleur. Je viens du sud, je ne supporte pas la chaleur. Donc, oui, écoutez, mais peut-être qu'on pourra faire comme dans le passé, mettre des ustensiles de cuisine dans les tombes après la recette. Ça va être le pas suivant. Comment ça, comme dans le passé? Oui, vous trouvez des tombes étrusques, vous trouvez des peut-être pas des ustensiles de cuisine, j'exagère, mais vous trouvez des jarres, des jattes, des bols, des choses comme ça. Donc, une amphore d'huile d'olive. Une amphore d'huile d'olive, par exemple. Je ne sais pas. Je trouve tout ça très, très, très triste. C'est ça. On est mieux à discuter de la cravate, finalement. Voilà. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pour refaire la France en ce 22 juillet. Très bel été à vous quatre. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir accompagnés tout au long de l'année sur RTL. Je vous dis à la saison prochaine pour continuer de refaire la France. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à tous. Hasta pronto. Adiós.